maritime que l'outre-mer, que les îles sur les trois océans offrent à notre pays en faisant la deuxième puissance maritime du monde, cet espace-là, dans le siècle qui vient, ça va être un atout considérable en ressources naturelles, en ressources maritimes, en influence. Tout le monde s'accorde à dire que la mer, ça va être pour l'avenir un enjeu très important. Eh bien, l'outre-mer, c'est l'accès de la France aux océans. Et donc, pour moi, il faut regarder à long terme et mesurer qu'il s'agit d'un investissement pour l'ensemble des Français. Par exemple, vous pourriez casser le prix du billet d'avion, comme pour la Corse, comme avec la les gens qui disent que c'est facile, je me range. Mais mettre en place un office des transports de l'outre-mer, un OTOP, un office des transports de l'outre-mer, qui aura comme mission, à la fois pour les marchandises et pour les personnes, de faire baisser le coût du transport. Ça, c'est une chose absolument nécessaire à faire. Nassima Tintar me racontait qu'on ne peut pas vendre les litchis de la Réunion en métropole parce que la chaîne du froid n'existe pas et la logistique pour les transporter n'existe pas non plus. Est-ce que vous vous rendez compte du gâchis que ça représente? Nous sommes, il y a beaucoup de gens qui aiment les litchis en métropole. Eh bien, ce n'est pas les litchis, j'en suis, je vous emmène, ce n'est pas les litchis de chez nous qu'on vend en métropole. Et ça ferait des emplois et ça ferait des ressources. Et peut-être à partir de la construction de cette chaîne, on pourrait proposer d'autres fruits, d'autres fleurs, enfin d'autres productions de la Réunion qui alimenteraient le marché de la métropole dans des endroits où nous sommes déficitaires, sur des produits où nous sommes déficitaires. Vous visez également le transport maritime? Oui, je pense que oui. Vous savez bien que la banane en particulier, c'est du transport maritime pour l'essentiel, en conteneur, réfrigéré, enfin sous l'atmosphère contrôlée, pour que le mûrissement soit déclenché une fois que c'est arrivé en métropole. Tout ça, c'est la mise en valeur des atouts de l'outre-mer et de la Réunion en particulier. Mais ça marche dans les deux sens. Faire baisser le coût du maritime, ça veut dire rendre les produits moins chers. Mais les importations encore plus compétitives par rapport aux produits locaux. Et au final, une difficulté encore plus grande pour produire. L'idée, non, je ne le crois pas. J'ai visité hier, vous avez vu ce que nous avons dit hier matin sur les carottes australiennes qui étaient sur le marché du Chaudron, avec les forains du Chaudron, sur le marché forain. J'ai visité hier après-midi à Saint-Paul, dans les Hauts, il y avait une association de maraîchers et les produits qu'ils produisaient, ils apportaient la preuve qu'ils étaient vendus 30 à 40% moins cher que dans les grandes surfaces. Il n'est pas vrai que le produit pays soit plus cher. Le produit pays, si on fait des circuits courts, si on commercialise en pensant à l'intérêt des producteurs, le produit pays, il peut être compétitif. C'est baisser les bras que de se laisser entraîner dans l'idée que c'est fichu, qu'on ne peut pas produire. C'est pas vrai, on peut produire. Et on peut produire de grande qualité, on peut produire avec des méthodes biologiques ou raisonnées, qui sont l'agriculture biologique ou raisonnée. C'est une chance pour la Réunion qu'on développe les productions locales. On a vu sur les produits qu'ils avaient apportés sur les tables hier, pour les journalistes qui m'accompagnaient, l'association des maraîchers, tous étaient entre 20 et 40% moins chers que dans la grande surface. Ils avaient apporté les étiquettes de grande surface. Comment vous faites, M. Bayrou, avec les contraintes de l'Europe? Je veux dire, le mécanisme de stabilité, le MES, toutes ces contraintes, comme hier vous disiez, le mécanisme de stabilité est nécessaire. On est un pays en déficit. On est un pays qui s'effondre sous la dette. Oui, mais la dette, on n'en est pas responsable.
nous, en tant que citoyens, Ben que je si, sache. vous en êtes Ben non, ce sont des responsable. banquiers qui nous prennent Non. 50 milliards d'euros tous les ans. Eh bien, ceci n'est pas vrai. Cette dette-là, c'est pas une dette qui a été faite par les banquiers, c'est une dette qui a été faite par les politiques. Ben, C'est les gouvernements c'est des successifs. intérêts de dette. C'est les gouvernements successifs avec votre soutien qui ont déstabilisé le pays et qui l'ont conduit à la situation où il se trouve aujourd'hui, que la totalité de l'impôt sur le revenu des Français ne suffit pas à payer les intérêts de la dette. Oui, on nous... Vous êtes responsable. Ben si, parce que vous avez approuvé. Ah non, pas du Et tout. encore votre question là, elle approuve. Ah non, j'approuve pas. Elle dit que c'est la faute des autres, c'est la faute des gouvernants français. Et il ne pouvait pas dire qu'il n'était pas averti parce que moi je l'ai fait. J'ai mené toute la campagne de 2007 sur ce sujet-là. Oui, mais avec ce qui va se passer, le pacte de stabilité va nous contraindre encore plus. Si Mais, on Monsieur, dépasse le c'est pacte pas de le stabilité... pacte de stabilité qui va vous contraindre. Ah ben si. On va être écrasé par la dette si le peuple français ne prend pas des décisions sérieuses. Et je vous donne rendez-vous, si jamais cette décision est prise dans ce sens, d'avoir des gens qui dépensent encore plus que ce qui n'a été fait aujourd'hui. Lisez l'article que Jacques Attali a écrit hier, c'est exactement ce qui va se produire, exactement mon opinion. On va se réveiller avec un pays qui va voir s'effondrer son modèle social. Et ce sera de votre faute. Je trouve quand même qu'il y a des articles qui contraignent beaucoup l'activité économique des pays européens, notamment l'article 32. Ça ne contraint pas. La nécessité de mettre un pays d'équerre, de mettre un pays en équilibre, c'est pas fait pour les autres, c'est fait pour nous-mêmes. De même que quand vous êtes une famille en surendettement, sortir du surendettement, c'est pas pour faire plaisir aux banquiers, c'est fait pour que la famille retrouve son équilibre. Oui, on est bloqué sur la délocalisation, c'est l'Europe qui nous l'impose. Mais pas du tout. Bah, c'est l'article 32. Les Allemands sont en Europe et ils délocalisent pas. Parce qu'ils Ils produisent et ils exportent. ont une production à valeur ajoutée. Mais c'est pas, ils font le boulot. Et nous, pourquoi on n'a pas une production à valeur ajoutée? Et pourquoi Renault délocalise en Roumanie, Eh bien, à Tanger, partout? parce que les orientations économiques du pays n'ont pas été les bonnes. Ah ben je ne dis pas que c'est vous, puisque vous n'étiez pas aux affaires. Oui, Et non, qu'est-ce qu'il j'étais contre cette politique. Hein? L'Allemagne, avec la même monnaie, le même pacte de stabilité, les mêmes obligations, avec un déficit supprimé, l'Allemagne, au contraire, elle produit et elle exporte. D'accord. Merci. Mais vous promettez de la sueur, du sang et des larmes? Non, monsieur. La sueur, le sang et les larmes, c'est quand on voit s'écrouler ce sur quoi on avait bâti le pays. La sueur, le sang et les larmes, c'est quand le modèle social disparaît. Moi, ce que je propose, ce sont des efforts et de l'espoir. Et quand un peuple décide de s'en sortir, après tout les Allemands l'ont fait en 2004, la France l'a fait en 1958, quand un peuple décide de s'en sortir, c'est de l'optimisme, ça n'est pas du désespoir, c'est le contraire. Le désespoir, c'est aujourd'hui, c'est quand on ne peut rien faire et qu'on voit l'un après l'autre battre en retraite et s'écrouler tout ce sur quoi on avait fondé une certaine idée de la France. Les efforts, c'est toujours positif s'ils permettent de s'en sortir. Et au lieu de traiter ces questions-là, on a une campagne électorale qui passe 2 jours sur le sujet du permis de conduire, alors que, comme l'AFP l'a montré à très juste titre, ces mesures existent déjà. Autrement dit, il s'agit de agiter tous les jours un sujet nouveau pour éviter de parler des sujets essentiels. Et d'ailleurs, pour promettre ce qui ne sera pas respecté, ce qui ne sera pas tenu. Que pensez-vous de la réflexion de M. Je rappelle que dans mon programme, il y a le code étudié au collège, 6e, 5e, 4e et 3e. Mais
ça c'est un service à rendre à la société, et ça ne devrait... Enfin, le pays est dans une situation si préoccupante qu'il devrait refuser de devoir ainsi agiter des questions qui sont des questions complètement secondes, complètement de deuxième rang par rapport à l'intérêt du pays. On se moque des Français. Et s'il y a une chose à dire aux Français, c'est ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas abuser, obligez à traiter les vrais sujets. En tout cas, moi, je ne varierai pas d'un millimètre sur cette ligne. Que pensez-vous de la réflexion de M. Joseph Stiglitz le 30 janvier dernier qui disait que les pays qui sortiraient les premiers de l'euro s'en sortiraient le mieux? Eh bien, je lui conseille, tout grand économiste et prix Nobel qu'il soit, de regarder d'un peu près ce qui s'est passé en Argentine. Ils s'en sont sortis. Ah, vous trouvez? Après. Voilà, vous connaissez pas... Moi, je connais bien des familles argentines. Ça a été la misère noire. Le niveau de vie s'est effondré de 50%. Et 53% de la population est passée au-dessous du seuil de pauvreté. Bah, l'euro nous a quand même multiplié la baguette par 650% en 10 ans. Ce n'est pas vrai. Monsieur, ce n'est pas vrai. Une baguette coûtait 1 franc, elle coûte 1 euro. Oui. C'est 650%. Tout ceci, l'euro vous a permis pendant 10 ans d'éviter les crises qu'autrement vous auriez affrontées immédiatement. Je vois que la France se paupérise, la Grèce est en faillite, l'Italie suit, l'Espagne, le Portugal. Je ne sais pas si l'Europe nous a apporté la... Quel média êtes-vous? Je suis indépendant sur la Réunion. Info, Info Résistance 974. Ça, c'est une vision politique. Moi, je vous dis que cette vision politique-là, celle-là, elle va conduire le pays à son effondrement. C'est une thèse, on a un débat. Moi, je dis ça. Maurice Allais le disait et avant je vous de donne décéder. rendez-vous. Je vous donne rendez-vous. Vous avez beaucoup milité pour le débat à la télé, ce sera probablement un débat. Est-ce que la forme, la critiquez quand même? Non, la forme ne me convient pas, évidemment. Qu'on puisse dire, on est capable d'organiser un débat pour les primaires du Parti socialiste, même 4 débats, et sur la chaîne publique, et en première partie de soirée. Et on est incapable de le faire pour l'élection présidentielle. Il y a là quelque chose qui, évidemment, n'est pas acceptable pour moi. Je trouve que la première chaîne de la télévision publique, c'était dans son devoir d'organiser un débat. Alors là, on aura des séquences. Eh bien, très bien. Évidemment, je participerai à cette... c'est de l'antenne et les Français pourront peut-être entendre. Mais ça aurait été beaucoup plus éclairant pour les Français de voir sur quel point il y avait des désaccords, et d'ailleurs des accords. Ça aurait été beaucoup plus éclairant pour les Français d'entendre ces responsables publics se confronter entre eux. Après tout, ceux qui vont être élus, celui ou celle qui va être élu, il aura à affronter Madame Merkel, Monsieur Monti, les responsables de la Banque Centrale Européenne, Barack Obama. Enfin, ça aurait été intéressant de voir qui a une vision et qui peut défendre cette vision. Donc, bon, je trouve que la forme est décevante pour les Français, parce qu'ils auront une série de monologues, ou en tout cas une série de débats à une personne, au lieu d'avoir la confrontation qu'ils méritent. Mais évidemment, j'y participerai, je l'ai demandé. Est-ce que vous avez l'impression que les 2 semaines viennent seront suffisantes? Est-ce que le temps sera suffisant pour réussir à passer C'est ça le combat. Le combat, c'est de fixer les objectifs et de mobiliser toutes ses forces au service de ces objectifs-là. La décision que la France va prendre
le 22 avril et le 6 mai, c'est une décision vitale pour son avenir. Vitale. Il n'y a pas eu de décision aussi importante et aussi grave depuis des décennies. En 2007, on pouvait encore attendre un peu. Je veux dire, il y avait encore la possibilité d'éviter pendant quelques mois d'affronter la situation. Cette fois-ci, c'est une question de semaines. Qu'est-ce que vous appelez, pour en revenir aux 2 semaines, on passe en égalité de parole parfaite. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que paradoxalement, cette égalité de temps de parole qui était en place depuis quelques semaines, et qui va être encore durcie, un petit peu, une chape sur la campagne? Ça a toujours existé. Oui, ça a toujours existé. Vous savez, moi j'ai le souvenir de 2002. En 2002, la campagne s'est jouée dans les 48 dernières heures. Les 48 dernières heures ont renversé tous les pronostics. C'est un espoir secret que les 48 dernières heures renversent à la tendance inverse. Je n'ai jamais fait de la politique pour les sondages. Je n'ai jamais fait de la politique pour pour la facilité. J'ai fait de la politique et je suis engagé dans l'élection présidentielle parce que je porte la certitude que les décisions qui vont être prises vont marquer de manière définitive l'avenir du pays. Et que les sujets à traiter ne sont pas les sujets traités dans la campagne présidentielle. On est devant le rendez-vous de l'intérêt national. Et qu'est-ce qui pourrait faire basculer en on 48 verra. heures La réalité a plus d'imagination que les journalistes et les hommes politiques n'en ont. Puis quelquefois, elle n'a pas d'imagination. Mais ça ne change rien à la situation du pays, vous me comprenez. Hein, ça n'est pas parce qu'il y a tel ou tel rapport de force que la situation du pays change. On a les 2 campagnes principales qui sont marquées du sceau de la plus grande désinvolture à l'égard des sujets importants, et les 2 extrêmes qui entraînent le pays à la catastrophe. Voilà. Si j'ai raison, et je crois avoir raison, si j'ai raison, cela dicte une ligne, et cette ligne-là, c'est de rencontrer le plus grand nombre possible de Français dans le plus grand nombre possible d'occasions pour devant eux exposer ce que je crois être vital, et je le fais sans y manquer une minute. Vous avez répété plusieurs fois que vous donniez rendez-vous aux Français, montrer que vous aviez raison, que le modèle social est en danger. Est-ce que ce n'est pas déjà reconnaître que... Non, pas du tout. Je dis, écoutez, il suffit de regarder les chiffres du pays. Ces chiffres du pays inscrivent un rendez-vous. Ce rendez-vous-là, c'est un rendez-vous qui menace le modèle français. Car ni notre modèle de service public, ni notre modèle social ne résisterait à ce que ces chiffres portent comme menace et comme risque. Et d'ailleurs, ni notre modèle social, ni nos services publics ne résisteront au fait que le chômage continue à exploser dans la société française et qu'on ait des quartiers entiers avec plus de 50% de jeunes au chômage. Ça ne résistera pas. Et donc, c'est ce rendez-vous-là, on y est en avril et en mai. C'est avec je donne rendez-vous sur ce sujet-là. Vous avez souvent dit qu'il fallait un gouvernement d'union nationale. Oui. Est-ce que d'après vous, l'un ou l'autre de vos adversaires serait capable, s'il était élu, de mettre en place ce gouvernement? Honnêtement, jusqu'à maintenant, ils n'en ont pas pris le chemin. Et si la crise est Est-ce que ça pourrait venir par ça? Il n'existe pas d'autre hypothèse, si la crise est ce que je crois, que de rassembler les forces du pays. C'est bien la proposition que je fais aux Français. Alors, après, est-ce que les autres... pour l'instant, je n'ai pas senti
de prise de position en ce sens. Mais encore faut-il, il faut deux choses. Ça ne suffit pas d'avoir l'union nationale. Il faut l'union nationale et une politique solide. Comprenez? Si vous faites l'union nationale pour faire le contraire de ce que le pays ou la situation exige, ça ne sert à rien. On a devant nous un certain nombre d'orientations et de décisions à prendre, selon moi, pour reconstruire l'emploi à partir de la production et les ressources du pays, et pour l'éducation nationale. Est-ce qu'ils partagent ces orientations? Non, jusqu'à maintenant. Au contraire, ils ont égaré la campagne dans des sujets qui sont des sujets de nul intérêt pour le pays, pour la situation du pays. Si d'aventure vous n'étiez pas sur le tour, est-ce que vous mettriez sur la C'est table? bien essayé. C'est bien essayé. Sur la liste des propositions. C'est bien essayé. Monsieur Bayrou, il y a 5 minutes pour RFO. Et Oui. puis il faut repartir. Ils sont là, ils veulent faire là. Donc, tu peux... Non, peut-être on peut aller avec le si beau coucher de Allez, soleil. bah viens, on va aller. Merci. Merci. Hein? Merci de votre patience. Merci quoi? Oui, j'ai vu que cette phrase participe. Oui, pas ici, les mecs. Non, mais moi j'ai commencé par. Ah oui, oui, c'est ça. Si ou par mail. Par du conditionnel. Imaginons, nous sommes le 22 avril, vous n'êtes pas sur le tour. Quoi? Il y a un beau coucher de soleil. Là, ouais. Mais il répondra pas. Ça fait 150 fois qu'on essaie. Bon, on prend le micro.